La difficulté en droit, c'est que les ensembles normatifs sont censés, les ensembles normatifs donc, Hélène vous a parlé de 3 ensembles normatifs, DIDH, droit international des droits de l'homme, droit des territoires non autonomes, et DIH, droit international humanitaire. Ça, c'est l'ensemble normatif général que l'on appelle droit international. Et il y a un autre ensemble normatif, enfin, au moins 2 autres, le droit de l'Union européenne, et encore un autre qui est le droit français. Le droit international, en règle générale, pyramide des normes, vous savez comment ça se passe, le droit international est tout en haut, tous les droits qui sont en dessous doivent respecter. Le droit de l'Union européenne doit respecter le droit international, et le droit national français doit respecter le droit international et le droit de l'Union européenne. Ok, tout ça c'est une jolie théorie, qui est à peu près vraie, mais quand on va dans les détails, on s'aperçoit qu'il y a parfois des petits frottements, des petits jeux entre ces droits, entre ces ensembles normatifs. Et pour autant, réussir à traduire en droit national est fondamental parce qu'une entreprise française ou un ressortissant marocain qui viendrait sur le territoire français ne serait éventuellement responsable, pénalement, civilement ou quelle que soit la forme, que si un tribunal français le condamne. Sinon, c'est assez théorique, c'est très intéressant, mais ça reste assez théorique. Et le droit pénal français a une caractéristique extrêmement intéressante, comme beaucoup de droits, c'est la notion de compétence universelle. Alors je vais revenir 2 secondes sur la compétence. Pour être compétent, qu'est-ce que ça veut dire être compétent? Ça veut simplement dire qu'un juge puisse juger. Pour qu'un juge pénal français puisse juger des crimes de guerre, il y a 2 possibilités. La première, c'est la notion de compétence universelle. Alors je vous arrête tout de suite, la compétence universelle, comme souvent en droit d'ailleurs, ça a un joli nom qui est universel et ça a une pratique un petit peu moins jolie qui est extrêmement restrictive. Et je reviendrai sur je vais venir d'ailleurs tout de suite sur ces 4 critères de la compétence universelle. Et il y a un deuxième type de compétence qui est la compétence qu'on appelle la compétence personnelle sur laquelle je vais revenir. Pourquoi est-ce que je me fonde sur ces 2 compétences particulières? Parce que je crois qu'elles vont être très intéressantes pour réussir éventuellement à obtenir que des auteurs marocains ou étrangers ou français puissent être condamnés ou au moins attraits devant les juridictions françaises. La compétence universelle, en matière de crimes de guerre, dont on a vu que le pillage était un crime de guerre, donc je ne vais pas refaire tout le développement d'Hélène là-dessus, mais ça nécessite la réunion de 4 caractéristiques. Première caractéristique, il faut qu'il y ait une résidence permanente de l'auteur sur le sol français. Alors déjà, ça veut dire qu'en termes de responsables politiques, on pourrait juger que des dictateurs grabataires ou des tortionnaires croulants. Parce que par définition, le dictateur réside en général sur son territoire. Ou le gouvernant, pour dire la chose de façon un peu moins provocante, réside sur son territoire. Traduction, je vous le dis tout de suite, si vous imaginiez poursuivre Mohamed VI ou un de ses ministres pour le crime de guerre de colonisation sur le territoire français, ça va être un peu compliqué. Bon. Deuxième condition, le filtre du parquet. Le parquet, c'est le ministère public, c'est le procureur de la République française. Il faut que le procureur de la République française prenne un acte, qu'on appelle une ordonnance en l'occurrence, mais c'est pas très important, prenne un acte qui dise, ou un réquisitoire, qui dise je veux que l'on poursuive. Et alors je vais aller ultra vite parce qu'il me reste 5 minutes. Je veux que l'on poursuive. Troisième condition, excusez-moi, j'avais prévu de dire beaucoup de choses là-dessus, mais je n'en dirai rien. Troisième condition, c'est ce qu'on appelle le déclinatoire de compétences de la Cour pénale internationale. Ça veut dire qu'il faut que la Cour pénale internationale, qui est en charge normalement d'appliquer le statut de Rome et la notion de crime de guerre, dise « moi je ne me ressens pas compétente » ou « je n'aurai pas les moyens de le faire ». Et puis quatrième condition, mais que l'on saute parce que celle-ci ne pose aucun problème, c'est la double incrimination. Bon. Mais ça veut dire, et vous l'avez bien compris, qu'a priori, il va être compliqué d'obtenir la compétence des juridictions françaises pour les crimes de guerre, en tout cas si on se fonde sur la compétence universelle. Mais il y a un deuxième critère de compétence, et qui lui est un critère extrêmement intéressant, parce que facile, c'est la personnalité. Il suffit que l'auteur ou la victime d'une infraction ait la nationalité française
lorsque cette infraction est un crime, par définition un crime de guerre est un crime, il suffit donc que l'auteur ou la victime ait la nationalité française pour que les juridictions françaises soient compétentes. Ah, et la BNP, là, ils sont français. Mais parmi les Sahraouis, il y en a bien quelques-uns qui sont français. Et puis, dernier point, je me contrefous du moment où cette personne acquiert cette nationalité. Dès lors que je suis dans le délai de prescription, on se contrefiche du moment d'acquisition de la nationalité. Traduction, si j'ai une nationalité indéterminée, sahraoui ou marocaine, mais que je subis un crime de guerre, que je viens en France et qu'ensuite j'acquiers la nationalité française, j'ai une compétence des juridictions françaises. Alors je vais devoir squeezer toute la partie sur le transfert de population en droit français, navré, mais je voudrais juste pour vous illustrer l'autre zone de frottement, enfin, pour vous illustrer réellement le frottement, oui, vous parlez du pillage en droit français. Vous avez compris ce que vous en a indiqué Hélène en droit international humanitaire. En droit français, c'est l'article 461-15 du Code pénal, qui est rédigé, moi la première fois que je l'ai lu, je me suis dit c'est carbonisé pour le Sahara occidental, ça ne passera jamais. C'est rédigé de la façon suivante. Le fait de se livrer avec armes ou à force ouverte au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Le fait de se livrer avec des armes ou à force ouverte. Je me suis dit, bah non, le Sahara occidental, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais a priori heureusement pour les populations, ça se fait plus vraiment avec des armes. On n'est plus en train d'encercler les fermes et de menacer les personnes pour aller prendre les ressources. Puis on a creusé quand même un petit peu. On a creusé un petit peu avec la notion de « à force ouverte ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et alors là, c'est aussi une des forces du droit, c'est pas parce qu'il y a écrit quelque chose que c'est comme ça que c'est interprété. C'est l'affaire Durand contre ministère public de 1976. Je suis désolé, ce n'est pas des notions que l'on utilise très souvent, et c'est la Cour d'appel de Rennes d'ailleurs, qui nous dit qu'une action menée par force ouverte est celle au cours de laquelle les participants manifestent leur supériorité physique ou leur pouvoir de contrainte par un déploiement de force. Tiens, je n'arrive pas à me relire. Par un déploiement de force ne permettant pas la résistance ou étant simplement de nature à engendrer la contrainte. Alors attention, réfléchissons un petit peu. Il y a combien de soldats déjà marocains au Sahara occidental? 100 000? Pardon? Plus de 100 000. Pardon, je prenais la version courte. 100 000 soldats. Ce ne serait pas un déploiement de force, de nature, à engendrer la contrainte? Ou qui ne permettrait pas la résistance? Ah, peut-être. Eh bien, bingo. Ça peut passer le piège. Ça peut passer et ça fait mal. Ça fait très très mal. Parce que le jour où la BNP Paribas, AXA, les producteurs de tomates, vont devoir répondre publiquement du fait que, 1, ils colonisent, 2, ils pillent. Et le jour où des personnes physiques, sahraouis, qu'elles soient en territoire occupé ou qu'elles soient en territoire libéré, vont pouvoir dire, et je promets que j'en ai fini après cette phrase, vont pouvoir dire publiquement, je suis victime de pillage, et je vous demande à vous, juges français, qui avez seule compétence pour aller juger ça. Je vous demande à vous, juges français, de le reconnaître. Je vous assure que AXA, BNP Paribas, les producteurs de tomates, les importateurs de poissons, je ne vais pas citer tous les noms de toutes les personnes qui font la moindre activité au Sahara occidental, vous avez tous compris ce que je veux dire, vont être dans leurs petits souliers et vont repartir discrètement. Alors mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Vous en connaissez plus que moi des Sahraouis français. Vous en connaissez plus que moi des associations sahraouis, qu'elles soient en territoire occupé ou qu'elles soient en territoire libéré. Vous avez la méthode clé en main. Allez-y. Rédigez-les ces recours. Et si vous ne savez pas les rédiger, appelez Hélène, elle sait les rédiger. J'en ai fini.